Bonjour à tous, bienvenue pour notre webinaire consacré au domaine du Lean. Mon nom est David Mener, je suis le responsable du centre de formation SMACA. Je me réjouis de partager ce moment avec vous et un grand merci à notre intervenant du jour, donc Monsieur Julien Rosselet. Merci à vous, Julien. Bonjour. Julien est directeur des ressources humaines au sein des transports publics neuchâtelois. Et je vais lui céder la parole d'ici quelques secondes. Je partage quelques instants mon écran pour vous expliquer le déroulé de nos webinaires, si c'est votre premier webinaire au sein de SMACA. Juste une courte explication du déroulé. Donc la thématique du jour, c'est comment combiner les outils du Lean, la motivation d'équipe et le développement des talents. D'où la présence précieuse de Monsieur Rosselet qui va nous apporter toute son expertise sur ce volet dédié aux ressources humaines. Le webinaire se déroule sous un temps de 45 minutes, euh, environ 30 minutes de présentation et possibilité d'échanger sur la thématique au bout de 15 minutes. Si vous avez des questions que vous souhaitez adresser plutôt à Monsieur Rosselet, on fera une pause au bout de 15 minutes. Par défaut, les microphones sont coupés, mais vous pourrez plus tard interagir et préparer déjà vos questions sur le mode conversation ou questions-réponses. Sachez que certains l'ont été indisponibles et peut-être vous aussi vous souhaitez le voir plus tard de reprendre ce fil de discussion. Vous pourrez accéder à un replay de ce webinaire sur différents médias, notre site internet, notre chaîne YouTube et aussi sur les réseaux sociaux. Je vous invite aussi à vous connecter à la page de Monsieur Rosselet qui partage beaucoup d'expériences autour des ressources humaines sur son profil LinkedIn. Voilà, j'en ai terminé de cette introduction et sans plus tarder, je cède la parole à Julien. Merci encore à vous, hein, Julien. Merci beaucoup, David. Bonjour à toutes et à tous. David m'a sollicité pour parler aujourd'hui avec vous de trois thèmes, comme vous l'aurez vu dans le titre de ce webinaire. Le Lean, en toute logique, la motivation d'équipe, et puis le développement du personnel, le développement des talents. Et on va essayer de marier un peu ces trois éléments aujourd'hui. En tout cas, c'est l'exercice dans lequel j'ai accepté de me lancer. Et puis, je me réjouis des échanges aussi que ça pourra susciter tout à l'heure. Ce sera probablement l'occasion d'approfondir tous ces liens, toutes ces choses de manière très intéressante. Alors, j'ai préparé quelques slides pour accompagner ce que je vous raconte. Je vais essayer de pas être trop long ou de vous infliger trop de bêtises. Pour dire deux mots de mon parcours, un peu pourquoi j'en suis arrivé à mélanger les RH et le Lean. Moi, mon premier métier, ça n'a rien à voir. Je suis bijoutier de mon premier métier. J'ai ensuite travaillé dans l'industrie horlogère 2 ans sur des boîtes de montres à Genève. J'ai ensuite décidé de me réorienter, repris des études. J'ai fini avec un master en psychologie du conseil et de l'orientation professionnelle et de psychologie du travail. Et puis ensuite, je suis parti dans les ressources humaines. Ça fait 12 ans maintenant que je travaille comme RH en entreprise. Et puis, pourquoi le Lean? C'est que dans mes premières expériences RH, j'étais dans l'industrie horlogère et dans les ateliers d'assemblage, eh bien, il y avait des démarches de Lean sur les lignes de production. Et rapidement, je me suis dit, mais ça, c'est excellent. Il y a certainement plein de parallèles à faire dans le travail administratif, dans le travail RH. Et une fois que j'avais des responsabilités dans le domaine, j'ai pu commencer à essayer de mettre tout ça en pratique. Donc, on a dit qu'on parlait de Lean aujourd'hui, alors je ne vais pas faire trop de temps là-dessus, mais quand même. Le Lean, pour moi, pardon, il faut que je reprenne le contrôle de mon PowerPoint. Euh, le Lean, pour moi, il y a quelques éléments
j'ai envie de dire qu'ils sont clés. Moi, je ne suis pas un ultra spécialiste du Lean. David peut le confirmer. Moi, je suis une sorte d'amateur éclairé ou peut-être pas tant éclairé, je ne sais pas. Mais il y a quelques points clés qui, dans le travail, en tout cas, euh, du Lean, me paraissent utiles et importants. Lesquels, je vais en dire deux mots parce qu'on va en reparler ensuite. Alors, avant tout, grande surprise, la valeur ajoutée, clairement, ça, je trouve que c'est la question ou l'élément que le Lean remet au centre, c'est pourquoi on fait ce qu'on fait. Est-ce que ça amène une valeur ajoutée dans nos prestations, dans notre processus, dans ce qu'on vend à notre client? Et ça, c'est un des aspects qui m'apparaissent comme très importants. L'autre truc que moi j'aime bien personnellement, parce que ça donne toujours lieu à des anecdotes très rigolotes, c'est la chasse au gaspillage ou l'élimination des gaspillages. Par rapport à ça, et dans le thème d'aujourd'hui, ben, un des gaspillages les plus enfin, en lien, c'est celui des compétences sous-utilisées. Clairement, quand on parle de motivation d'équipe, de développement du personnel, ben, quand on sous-utilise les compétences de nos employés, euh, on n'est pas tout à fait efficace. Et puis, souvent, en tout cas moi, c'est mon expérience dans les chantiers d'amélioration qu'on a pu mener dans les fonctions administratives ou RH, c'est que les tâches, par historique, par décisions diverses et variées, sont souvent très segmentées. La division du travail, ça, on sait faire. Et puis souvent, dans la recherche des gaspillages, on va réintégrer les tâches entre elles, et ça, ça va être aussi un aspect intéressant, on va le voir. Un autre point, c'est l'implication de tous, que ce soit par le management visuel, par les réunions Lean, par les chantiers d'amélioration continue. Bah, quel que soit son rôle, quel que soit son bagage, bah, en principe, si c'est bien fait, on a voix au chapitre, on peut amener des choses, et ça, c'est aussi un des aspects que je trouve personnellement très chouette et très utile. Euh, Bien sûr, dans le Lean, il y a toute une notion de feedback sur ce qu'on fait, notamment tous les indicateurs qu'on va relever ou les aspects de qualité auxquels on va s'intéresser, pardon. Bah, ça va nous donner un retour sur ce qu'on fait. Est-ce que ça répond aux besoins de nos clients? Est-ce que ça amène une valeur ajoutée ou pas? Et puis, dernier et non des moindres, la standardisation. C'est clair, ben, le Lean va nous amener par ces concepts à standardiser certaines choses pour bah, stabiliser les processus. On va définir les flux, on va établir ben, différents outils, des checklists, etc. Pour avancer. Donc ça, c'est un petit peu les éléments du Lean auxquels je me référerai aujourd'hui et je n'en dis pas plus à ce stade pour parler un peu plus de motivation. Donc la motivation, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est peut-être déjà la première, tout le monde a évidemment une idée. Euh, la définition de base de la motivation en psychologie, c'est ce qui nous fait euh, avancer, c'est ce qui nous fait faire quelque chose. Étymologiquement, le mot motivation ou motiver vient, je crois, du latin, mais ce n'est pas vraiment le but de faire un cours là-dessus, mais c'est ce qui nous fait bouger. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de se dire, OK, la motivation, c'est ce qui nous fait bouger, c'est ce qui nous fait avancer. C'est quelque chose, on ne peut pas le donner, on ne peut pas faire un distributeur à motivation dans l'entreprise, on ne peut pas ordonner au personnel d'être motivé. On peut essayer, mais ça ne marche pas. Et puis, tout ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'employeur, en tant que manager, c'est créer des situations de travail qui sont motivantes, un environnement de travail qui va être motivant. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, on va s'attarder un tout petit peu là-dessus. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est le modèle des caractéristiques du poste, comme vous pouvez le voir sur ce slide. C'est un des modèles classiques en psychologie du travail qui explique comment la motivation, la satisfaction au travail se construisent chez les êtres humains. Donc, ce modèle, il part de certains éléments constitutifs du poste de travail. Donc, il y a la variété des compétences, ça veut dire dans quelle mesure je vais pouvoir mettre à profit, utiliser dans mon job des compétences qui sont variées, est-ce que j'ai la possibilité d'être polyvalent dans mes tâches, etc. Le deuxième, l'identification de la tâche, c'est un terme un tout petit peu barbare qui se réfère à est-ce que je comprends la tâche que je fais? Est-ce que je la fais d'une part de A à Z, ou le plus possible, et est-ce que je sais dans quoi ça s'intègre, etc. Le sens de la tâche, bah, là, tout est assez clair, c'est
est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce que ça m'a l'air utile? Est-ce que ça rejoint une mission qui me parle? Ensuite, l'autonomie, c'est dans quelle mesure j'ai de la marge de manœuvre et du contrôle sur mon travail, sur comment je le fais. Est-ce que je peux m'organiser un peu moi-même? Est-ce que je peux décider un peu comment je réalise les choses ou pas? Et puis enfin, le feedback, ben, est-ce que j'ai des infos en retour, des feedbacks sur ce que je fais? Tous ces points-là vont être liés à certains processus psychologiques dont la personne concernée. Donc les trois premiers, la variété des compétences, le fait de comprendre ce que je fais de A à Z, ou la tâche que je fais, et est-ce que ça a du sens pour moi, ça va contribuer à mon travail a du sens. Ce que je fais, c'est utile, j'ai l'impression de contribuer à quelque chose. C'est la fameuse image de je construis une cathédrale plutôt que je me casse les doigts à casser un caillou. Euh, Ensuite, l'autonomie bah, va nous permettre ou générer le fait de se sentir responsable des résultats de son travail. Ça paraît assez évident, hein, évidemment. Si j'ai aucune marge de manœuvre, si je n'ai qu'à à exécuter une tâche de manière très mécanique quelque part, bah, que le résultat soit bon ou pas bon, a priori, je n'y peux pas grand-chose. Si j'ai une marge de manœuvre, si j'ai un impact dans comment les choses se font, bah, si le résultat est bon ou pas bon, bah, ça implique ma responsabilité. Et puis le dernier, le feedback, ça me permet de connaître tout simplement les résultats de mon activité. Si j'ai aucune info, je peux faire quelque chose, c'est nul, c'est top, bah, je ne le sais pas, ça me fait une belle jambe. Et puis ensuite, donc ces éléments-là, mon travail a du sens, je me sens responsable pour les résultats de cette activité, je connais les résultats en question, et ben qu'est-ce que ça va amener? Tout ça ensemble va contribuer à une motivation personnelle dans le travail plus élevée, a une performance aussi au travail qui est meilleure, qui est de meilleure qualité, et une satisfaction au travail qui est plus élevée. Et puis, bah, aussi, par corollaire, un absentéisme qui est plus faible. Ces liens-là, je vous en parle, c'est pas une élucubration que j'ai faite comme ça sur un slide, c'est vraiment un modèle qui a été confirmé, bah, vous voyez, hein, ça date d'il y a un certain temps, quelques décennies, et ça a vraiment un modèle qui a été, donc tous ces liens qui sont là ont été confirmés par de nombreuses études en psychologie du travail, et véritablement, à partir du moment où il y a une variété de compétences, où je comprends le job que je fais, dans quoi il s'intègre, et est-ce que ça a du sens pour moi, ben, ça donne du sens et ça va contribuer à une motivation plus élevée. Donc, ça, c'est le truc cool et amusant du jour et franchement, ça marche toujours très bien. Et ça a l'immense avantage, parce que là, je vous fais un peu la théorie en tant que psychologue du travail. Si maintenant je prends ma casquette de manager et de RH, ça a l'immense avantage que bah, ces éléments-là, en tant qu'employeur, on peut avoir un impact dessus. Alors, maintenant, si on regarde, ah oui, pardon, j'oubliais cette petite bulle supplémentaire. Vous me direz, ben oui, tout le monde n'a pas la même énergie, le même allant, le même besoin d'avoir un travail varié, un travail avec de l'autonomie. C'est vrai. Et ce constat ne date pas d'hier non plus, puisque ce modèle intègre justement cette notion du besoin d'évolution de l'employé, qui va en fait rendre ces liens plus ou moins forts. Mais ils sont toujours là. Donc tout le monde ne va pas avoir la même envie d'évoluer à travers tout ça. Mais ça, c'est assez normal et ça ne changera pas non plus. Et ce n'est pas nécessaire non plus. Alors, si je reprends juste la partie de gauche, hein, ces éléments centraux du poste, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein. On a dit qu'on allait parler de lean et de motivation. On a parlé de lean, on a parlé de motivation, maintenant on va essayer de mettre tout ça ensemble. Ben, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que le lean, ben, si on réfléchit à la valeur ajoutée, clairement, ça va amener du sens à la tâche. Si ce que je fais, ça a une valeur ajoutée, bah, par définition, ça a du sens. En tout cas, après, on peut se dire, OK, ce à quoi je contribue, c'est pas ce que j'aime faire, etc. Ça, c'est un autre débat, c'est la mission de l'entreprise. Mais au niveau de mon travail, si je sais que ça sert à quelque chose, ben, ça amène du sens. Par définition, si on pense bullshit jobs, ben, a priori, c'est pas des jobs qui amènent beaucoup de valeur ajoutée, donc qui n'ont pas beaucoup de sens. L'autre aspect, cette élimination des gaspillages, on l'a dit, un des gaspillages, c'est la sous-utilisation des compétences. Donc, forcément que l'exercice va nous amener à solliciter davantage les compétences
du personnel, donc on va améliorer la variété des compétences. Et puis, souvent, dans en tout cas sur les aspects administratifs, on va chercher à recombiner des tâches. C'est-à-dire que, on le sait, hein, toutes les interfaces dans un processus sont des risques d'erreur, de non-qualité, de gaspillage. Eh ben, en les remettant ensemble, on va améliorer ça et on va aussi, du coup, amener la personne qui réalise la tâche à solliciter des compétences plus variées et puis en réintégrant tout ça aussi à mieux identifier, au sens du modèle, donc à réaliser sa tâche de A à Z et à mieux la comprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'implication de tous. Là, on va en fait donner voix au chapitre à tout le monde, donc ça va contribuer à l'autonomie des gens dans leur travail, au sentiment, à la réalité, hein, ça ne doit pas être qu'un sentiment, d'avoir une part de contrôle sur comment les choses se font. C'est pas seulement est-ce que quand je réalise quelque chose, je peux décider de faire une fois comme ci, une fois comme ça. C'est surtout le fait est-ce que j'ai l'impression d'avoir un contrôle sur comment les choses se font. Et de pouvoir y participer, bien évidemment, ça amène ça. La standardisation aussi. Alors, ça, c'est amusant. Peut-être m'arrêter un petit instant là-dessus. Pour moi, la standardisation, elle va non seulement, alors je voulais pas faire des bulles dans tous les sens, hein, mais elle va non seulement soutenir l'autonomie des gens, et améliorer aussi la variété des compétences qui sont sollicitées. Pourquoi? Parce que la standardisation, en définissant le processus, en donnant des outils de travail aux gens pour le faire mieux, des checklists, etc., eh ben, ça va faciliter l'acquisition de nouvelles tâches. Euh, c'est le fameux truc, s'il n'y a que un tel dans le bureau qui sait faire telle tâche parce que tout est dans sa tête, et puis à chaque fois il fait différemment en fonction de son humeur, personne d'autre va pouvoir le faire. Si le processus est défini, s'il y a une checklist qui va soutenir tout ça, et si tout ça c'est transparent, ça va être beaucoup plus facile à pouvoir élargir les tâches et donc les compétences qui sont sollicitées. Ça va aussi soutenir l'autonomie parce qu'en fait, du moment que le processus il est clair, je sais ce que j'ai à faire dedans et c'est aussi plus facile pour moi, s'il y a une variation du processus, un imprévu, de pouvoir m'en écarter pour ensuite y revenir. Si c'est hyper flou, je suis toujours dans le doute, donc je vais avoir tendance à rester beaucoup plus sur des rails. Et ça, c'est un truc qui est assez marrant. Pour ma part, la standardisation, elle va permettre en fait la flexibilité ou l'agilité, pour utiliser des termes à la mode, mais dont on ne sait pas toujours ce qu'ils veulent dire, mais elle va permettre de s'adapter. Et souvent, les réactions rigides, en tout cas sur les aspects administratifs, sont plutôt liées à un manque de standardisation. C'est-à-dire, on ne sait pas trop où on va, alors on ne veut pas trop s'écarter de l'habitude. Voilà, parenthèse fermée. Mais n'empêche que la standardisation va soutenir tout ça. C'est des fois un peu contre-intuitif. Les gens, des fois, se disent, non, mais moi, si tout est défini, j'ai plus aucun intérêt. J'ai tendance à penser que c'est faux. Et puis, le feedback qui va intervenir dans le cadre des outils du Lean et des mises en place du Lean, eh bien, va, en toute logique, alimenter le feedback que les personnes vont recevoir sur leur travail. On sait quelle est l'évaluation des clients sur notre prestation, ça nous donne un feedback. Quand on sait combien de réussites du premier coup on a fait dans ce processus, ça va alimenter notre feedback. Quand on a un indicateur sur les certificats de travail, on les a produits en 28 jours calendaires en moyenne, ça nous donne un feedback. Si j'ai bien suivi, ça fait un quart d'heure environ que je cause et je crois qu'il est temps de faire une petite pause s'il y a des questions. C'est juste, David? Oui, tout à fait. C'est bien de respirer aussi, hein. Le Lean, c'est pas le Lean qui l'impose, mais merci en tout cas, merci déjà Julien pour toutes ces précieuses informations. On est dans le mariage autour du Lean, de la psychologie et du management des personnes. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez utiliser le mode conversation. Vous pouvez aussi activer votre micro. Est-ce qu'il y a des questions au travers de ce premier 15-20 minutes? Pas Ça n'a de, pas l'air pas d'être de le cas. questions pour l'instant. On reprend sa respiration. Merci Julien. De fait, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, en pratiquant du Lean, en mettant en place une démarche de Lean avec des chantiers d'amélioration continue, avec des personnes qui vont s'impliquer dans les chantiers, dans les analyses, dans la recherche de l'élimination des gaspillages, etc., on va
créer, si j'ose dire, de fait, une situation motivante. Vous allez de fait générer une énergie a priori positive chez vos employés. Tout l'enjeu va être de faire quelque chose de cette énergie pour éviter que ça génère un élan qui sera finalement, qui ira s'échouer sur les écueils de l'entreprise, etc. Et puis, comment maximiser tout ça? Eh bien, c'est justement le troisième sujet de la discussion, c'est les aspects de développement du personnel, développement des compétences, etc. Alors, quelques mots là autour. Classiquement, on peut distinguer deux types de développement de compétences. Le premier, c'est le développement vertical. C'est le truc classique où les personnes vont évoluer en prenant des responsabilités managériales souvent. C'est la première chose à laquelle on pense. L'autre chose, ben, c'est le développement horizontal. Parfois, on a tendance à oublier, hein, autant au sein des équipes de management, mais aussi le personnel. C'est pas forcément quelque chose qui est toujours hyper évident. C'est aussi des fois quelque chose qui est moins valorisé, hein, que ce soit socialement ou salarialement. Le développement horizontal, c'est le fait de se spécialiser dans un domaine ou le fait d'élargir ses compétences. Si je prends dans les ressources humaines, eh bien, on a quelqu'un qui pourrait se spécialiser dans le recrutement, dans l'analyse de profil, avec des tests psychométriques, des assessments, etc., puis qui va vraiment pousser ça très très loin, ou bah, quelqu'un qui va généraliser des compétences plus transverses, toujours avec les RH, en partant du recrutement, qui va s'intéresser aux tâches administratives, aux tâches salaires, aux tâches de gestion des temps, puis qui va comme ça étendre son éventail de compétences. Ça, c'est intéressant de garder ces différentes possibilités en tête parce que bah, dans les faits, c'est ça qui va permettre de maximiser le développement et de le rendre possible. Parce que si tout le monde devient manager, il n'y aura plus personne qui bosse. On identifie aussi dans une démarche de développement de compétences dans une entreprise, on va en général avoir trois étapes principales. La première, c'est la question d'identifier les compétences. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin, pardon, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme compétences actuellement et qui sont intéressantes à développer. La première étape, donc, c'est ça, identifier. La deuxième, c'est développer après bah, ces compétences. Et puis, la troisième, ça va être de valoriser le développement de ces compétences de manière à créer une dynamique positive, que les gens se disent, ah oui, je développe mes compétences, c'est intéressant, et pas tous les fameux mèmes qu'on trouve sur Internet. Ah, je fais bien mon job, qu'est-ce que j'obtiens? Plus de job. Donc, par rapport à si je reviens au premier point de l'identification des compétences, une bonne manière, ou une manière en tout cas parmi d'autres, de le faire pour se faciliter la tâche, tout simplement, c'est d'utiliser un référentiel de compétences. Alors, vous verrez le petit clin d'œil à la standardisation qui est derrière, mais n'empêche que c'est pratique. Ça, c'est un exemple d'un référentiel qu'on utilise. C'est le référentiel Ingenium qui est fourni par Sigma Assessment à Lausanne, sauf erreur, un cabinet. Euh, et puis, bah, ça donne, c'est une quarantaine de compétences. Alors là, c'est tout un référentiel autour des compétences personnelles et managériales. C'est souvent là où on est en difficulté. Euh, Savoir faire l'opération telle et telle sur la machine XY, ça, en général, les entreprises, on a déjà cartographié, on est assez bon à maîtriser ça. Sur ces éléments-là, on est souvent un peu plus perdu et c'est souvent ces compétences plus soft, entre guillemets, que des personnes vont développer dans le cadre de la mise en place ou de projets Lean. Bah là, l'exemple, il est pas anodin, cet exemple de cette compétence animer des séances, des formations, des conférences. On peut tout à fait imaginer que quelqu'un dans des chantiers Lean d'amélioration continue va se révéler, si j'ose dire, euh, en prenant une place plus importante dans les discussions, en se montrant particulièrement à l'aise dans l'animation des réunions Lean, etc. Et ça va nous permettre de facilement identifier les personnes qui se développent et puis de quelle manière on peut les aider aussi à se développer. Voilà, vous avez le contenu là, je vous laisse en prendre connaissance. Euh, L'autre piste, ça va être des matrices de compétences, hein, donc on va lister les différentes compétences de l'équipe ou les différentes opérations même, hein, de travail, et puis identifier qui les maîtrise
Et à partir de là, ben, on va pouvoir se dire, OK, on a envie de développer telle personne dans telle direction. Au niveau de cette notion de développer les compétences, donc là on va être dans la deuxième partie quand on va faire évoluer les choses, on a tendance souvent à oublier qu'il y a plein de manières de faire. Souvent on pense développement ou évolution, on pense formation dans un institut, mais il y a plein de choses. Bah, évidemment, première chose, on apprend sur le tas, on va faire. On peut simplement amener la personne à observer une activité. C'est en fait la première technique d'apprentissage des êtres humains et de bien des animaux d'ailleurs. On peut montrer, on peut faire avec, c'est-à-dire on fait la chose et on explique. Il y a évidemment des formations en externe, des cours, etc. On peut aller à des congrès, on peut aller à des conférences. Je n'ai pas mis les webinaires, mais c'est aussi un aspect. Tout ce qui est e-learning, etc. Amener la personne à se renseigner, à découvrir des lectures, etc. Tout ça, c'est des pistes qui sont possibles, en général aussi à moindre coût, ce qui n'est pas non plus négligeable, puisque bah, évidemment, en général, les budgets de formation ne sont pas sans fond. Ça, c'est une de ces fameuses petites pyramides que vous aurez peut-être déjà vues, mais il est bon de se rappeler qu'en fait, on apprend véritablement quand on est en situation, quand on expérimente les choses. Euh, donc, c'est vraiment sur cette base d'expérience, d'apprentissage sur le job ou on the job en bon français, qu'on va vraiment maximiser, j'ai envie de dire, l'efficacité des choses. Ce qui est aussi intéressant de se rappeler, c'est que pour avoir si on envoie quelqu'un en formation quelque part, il ne s'agit pas juste de l'envoyer en formation pour avoir, comment est-ce qu'il faut dire, pour avoir un bon impact, pour avoir un bon retour sur investissement, si j'ose dire. Il y a plein de choses à faire avant et aussi après. La première chose, c'est d'être bien au clair sur le besoin de la personne et sur l'objectif. Et puis là, typiquement, un outil comme le référentiel de compétences que je montrais tout à l'heure va être très pratique pour se dire, OK, c'est quoi qu'on veut développer? C'est quoi la compétence et c'est quoi le contenu de cette compétence? Et sur quel point peut être spécifique? Après, ce qui est intéressant, c'est de préparer un petit peu le terrain, de donner des occasions à la personne d'observer d'autres personnes qui pratiquent cette compétence. Euh, on pourra prendre la personne avec soi. Là, on parlait d'animer une réunion, une conférence. Ben, si un collègue ou, de l'entreprise a ce rôle-là, ben, c'est que la personne vienne simplement avec, pouvoir assister, voir comment l'autre collègue pratique la chose. Ensuite, ben, on va par exemple envoyer la personne en formation sur le sujet, de l'animation par exemple. Après, ça vaut la peine de se poser la question, est-ce que cette formation, c'était bien la bonne? Est-ce que c'était pertinent par rapport à l'objectif initial? Si ce n'est pas le cas, ben, il faut trouver autre chose ou compléter. Et puis surtout, il va falloir s'intéresser au transfert à la pratique. Comment ce que la personne a appris dans cette formation, elle va pouvoir le réutiliser ensuite en définissant des objectifs et surtout en créant des occasions de le faire. Envoyer quelqu'un dans un stage d'une semaine d'animation, de réunion, pour ensuite, de but en blanc et n'en rien faire, c'est du temps et de l'argent perdu. Euh, Ça sera beaucoup plus intéressant de l'envoyer une demi-journée en ayant préparé le terrain avant et en lui donnant des occasions d'animer certaines réunions, d'intervenir dans certains moments de l'entreprise. Dans tout ça, on ne s'arrête pas là. Derrière, ou avant ou après, c'est pas très important. On va pouvoir aussi conseiller, démontrer, aller plus loin, et puis surtout donner du feedback. En disant, OK, ah bah super, tu as animé telle réunion, bah, voilà les éléments qui étaient bons, voilà les éléments que tu peux encore améliorer. Euh, et puis, dernier et non des moindres, ça c'est la petite anecdote amusante, c'est idéalement, c'est de encourager ce qu'on appelle la pratique réflexive en psychologie de l'apprentissage, c'est le fait de chercher à aller toujours plus loin. Euh, Si on se penche, en tout cas, il y a des études qui ont été faites sur des violonistes extrêmement talentueux, et puis qu'est-ce qui faisait que certains violonistes finalement faisaient carrière comme prof de violon du quartier et d'autres comme solistes stars dans des grands orchestres, c'est pas tellement les études de base, parce qu'ils font les mêmes conservatoires, mais c'est véritablement, est-ce que sur 40 000 heures environ, donc beaucoup, beaucoup, hein, évidemment, on parle quand même d'experts très, très pointus dans leur domaine. C'est vraiment, est-ce qu'ils ont toujours cherché à aller plus loin, à se poser la question comment je peux faire encore mieux, etc. On continue par rapport à d'autres qui l'ont moins fait. Maintenant, tout ça va permettre de bien développer les choses et va permettre de soutenir quand vous avez peut-être des graines de talents qui émergent dans vos chantiers lignes, ben, de pouvoir les faire grandir de manière positive et soutenante.
Euh, Derrière, idéalement, on va valoriser ces développements-là en déléguant différentes tâches, en favorisant la polyvalence. Bah, là, justement, les matrices de polyvalence, les référentiels peuvent être des bons outils pour baser tout ça et cartographier tout ça. Et puis aussi, mais pas que, vraiment pas que, ça peut aussi être de confier des responsabilités, que ce soit des responsabilités techniques sur certains thèmes ou des responsabilités organisationnelles avec des aspects de management. Mais c'est quelque chose d'assez différent. Un dernier point sur lequel je vais terminer, c'est de se poser bien la question quand on veut se lancer dans tout ça. euh, c'est de se poser la question, parce qu'il serait dommage que tous ces élans se fracassent sur les rochers de l'entreprise, c'est que tout le monde soit bien au clair dans le management et la direction vers quoi on veut aller. Et puis, le lean, couplé à du développement des compétences et de l'évolution des personnes, ça va faire bouger les lignes de l'entreprise. Et il faut que ça soit une vraie volonté stratégique d'avancer dans cette direction-là. Et ça va faire bouger les lignes, surtout si on est confronté à une culture d'entreprise, des silos où on est en concurrence les uns avec les autres, etc. Parce qu'évidemment, un processus de travail, il se fiche pas mal de savoir si c'est chez RH, à la finance, à la production ou je sais pas quoi. Tout est en lien, forcément. Donc, si on a des cloisons très étanches entre tout ça et des rivalités, ben, ça va vite s'arrêter. On va pouvoir faire un petit peu dans chaque équipe, mais les vrais gains qui seront transverses entre les équipes, on ne les aura pas. Donc il faudra s'assurer d'accompagner tout ça autour de promouvoir une culture d'entreprise qui va favoriser ben, la collaboration, la communication ouverte, la remise en question. Et ça, c'est pas toujours facile non plus. Voilà, cette fois, je suis arrivé au bout de ce que j'avais à vous dire. Et il est temps de passer à la discussion, si je ne me trompe pas. Merci, merci encore, Julien. C'était dense, hein, énormément d'informations. Sachez que la documentation qui a été présentée, bah, vous pourrez en faire usage plus tard. Il y a pas mal de référentiels, hein. Julien nous est revenu sur des référentiels qui datent des années 70, hein. Donc c'est pas nouveau. Par contre, merci vraiment pour cet éclairage euh, actuel, hein. Je vais avec ce retour d'expérience. Je place aux questions. Je ne vois pas de questions pour l'instant dans le chat, donc tout est clair, tout était lean. Moi, j'en adresse une première, comme ça brise la glace. On a parlé, bah, vous avez parlé de référentiel de compétences. En fait, il y a le référentiel de compétences aussi du manager, hein, parce qu'on a parlé beaucoup des collaborateurs. Mais, mais finalement, ce manager lean, selon vous, Julien, parce que pour être un bon manager lean, c'est quelles sont les compétences? Parce qu'elles sont peut-être pas innées, hein, on devient pas manager lean. Selon vous, c'est quoi votre regard, surtout par rapport à votre expérience? Qu'est-ce qu'on attend du manager? C'est une bonne question. Alors, je pense que d'abord, il faut une part d'humilité. C'est-à-dire que un risque, on va pas se mentir, quand on devient manager, c'est que bah, si on devient manager, c'est qu'en général, on a un petit peu envie de se mettre en avant quand même, ou en tout cas qu'on l'a eu fait et que du coup, on a été repéré et qu'on nous a proposé d'évoluer. Donc, dans le lean, un aspect important pour moi, c'est d'être humble au sens de ne pas tenir, parce qu'en tant que manager, on va mettre en place des trucs, puis le lean va peut-être les remettre en question. Donc, il s'agirait de ne pas tenir ça fermement en disant non, non, c'était mon idée, elle était excellente. Et surtout dans les ateliers, ça va être d'être ouvert à différentes idées et de ne pas vouloir utiliser ça comme vernis à faire passer ses propres envies. Donc, il y a une forme d'humilité. Après, ben, évidemment, il y a toute une capacité, je pense, d'échange, d'animation de réunion, ben, un peu la compétence qu'on voyait tout à l'heure, parce que ça, c'est un des gros aspects autour du Lean. Et puis, il y a une grosse partie, c'est la capacité à structurer un processus, à l'analyser et à le redessiner, évidemment. Mais là, on n'est pas tout seul. Mais ça, je pense, c'est un peu les deux, trois points principaux. Merci. Je cède la parole à Audrey. Audrey, vous avez levé deux fois la main. Donc, le... Alors, vous m'entendez? Oui, Alors, Oui, j'ai levé une fois la main, désolée pour la fausse manip. En fait, moi, je travaille
Déjà, merci pour la présentation qui était très intéressante. Je Merci. travaille à la SMAD, donc une structure que Monsieur Rosselet connaît bien, en tant qu'infirmière clinicienne. Et puis donc, moi, ma pratique, elle est vraiment basée sur énormément de processus qui sont assez complexes et puis sur lesquels on n'a pas tellement de marge de manœuvre. Et il y en a énormément. Ils sont tous, assez lourds et j'ai du mal à savoir comment est-ce que je pourrais, associer de l'autonomie à ces tâches. Parce que justement, on a des soucis, on en a beaucoup, c'est complexe. On est toujours finalement dans le rappel de ces règles et c'est assez étouffant pour le collaborateur, ce qui fait qu'on perd un peu parfois son adhésion et puis voilà, les mauvaises habitudes se mettent en place. Comment est-ce qu'on peut donner un peu cette impression d'autonomie et puis un peu lâcher du lest quand on travaille dans une entreprise où les procédures sont assez complexes et puis obligatoires quelque part? Je ne sais pas si c'est très clair. Si, c'est clair. Merci. Je pense que c'est une réalité qui concerne tous les secteurs. Mm. C'est-à-dire, maintenant je suis dans les transports, moi j'entends régulièrement dans l'entreprise les gens dire oui, mais nous les transports c'est compliqué, c'est très régulé. Oui, à l'évidence, mais la santé, c'est pas moins régulé. La fabrication de certains produits, que ce soit pharmaceutiques, etc., est aussi extrêmement normée. Je pense qu'on poserait la question à des gens dans le domaine des assurances ou des banques, ils diraient aussi que c'est extrêmement normé. Euh, alors, effectivement, dans la configuration particulière des soins à domicile, il y a aussi l'enjeu, c'est que même dans le cadre légal, vous n'avez pas toute la liberté de définir vos processus de travail. Parce que d'habitude, c'est ce que je répondrais, c'est de dire, ben, il y a un cadre légal. Mais en fait, comment on y répond, ben, on peut définir comment on le fait. Euh, alors là, je pense que l'approche par rapport à cette situation, avec beaucoup de normes, des procédures qui sont données par d'autres entités, ça va être de se focaliser sur le sens. Et puis Oui. d'essayer d'aller trouver la valeur ajoutée, en espérant qu'il y en ait quand même un peu. Et puis vraiment je dirais, prendre le temps de permettre aux gens de comprendre à quel enjeu ça répond. En général, même si c'est peut-être pas toujours très heureux dans la manière dont c'est mis en place, les procédures dans les entreprises, elles visent à sécuriser un risque ou à améliorer une qualité. Et peut-être d'aller chercher davantage ce que ça permet, ça peut être ça. Puis après, ben, pourquoi pas aussi faire un chantier d'amélioration autour dans le processus qui est donné, il y a forcément des choses quand même qu'on va accrocher autour. Bah, comment on peut aller y trouver, est-ce qu'il y a des gaspillages qui sont dedans et comment est-ce qu'on peut faire mieux? Puis on va aller chercher l'autonomie non pas dans le processus qui est donné, mais dans ce qui va autour. Merci beaucoup. Merci Julien, merci Audrey. Je cède la parole à oui, Sandra. Oui, Sandra. Sandra. Bonjour Julia. Salut. Oui, alors moi, c'est juste un partage, c'est clair. J'ai travaillé avec Julien, donc voilà, j'étais un peu anti-lean avant de le connaître, faut être très très clair. J'ai eu la chance de faire une formation et de voir ce que ça avait donné après mise en place dans un service, donc très intéressant, mais je le rejoins sur le fait qu'il faut que toute la direction soit partie prenante. Parce qu'effectivement, si on ne le fait bouger que dans son coin, on va arriver à pas grand-chose. Et c'est là, voilà, je travaille avec Audrey, où on est vraiment, je dirais, en difficulté, et où on cherche effectivement des solutions pour, voilà, pour augmenter en tout cas la motivation de notre personnel, conserver. On sait que, en tout cas, nous dans les soins, on est devant une pénurie croissante de personnel, et c'est comment on les intègre, en tout cas pour les conserver plus loin. Mais il faut arriver à le prendre par un bout. Tout à fait, ouais, tout à fait. Alors, je crois que pour Pierre, on réussit à libérer le micro. C'est tout bon? Oui.
Magnifique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour la présentation qui était très enrichissante. Ça a permis de faire deux, trois liens, notamment avec les standards et l'augmentation de l'autonomie et les indicateurs et le feedback. Il y a des évidences comme ça qui apparaissent pas toujours, mais qui sont apparues aujourd'hui. Donc, merci pour ça. Euh, Au niveau des développements, vous parlez de deux développements, donc le développement vertical et le développement horizontal. Le développement vertical amène quasiment tacitement une revalorisation du salaire. La motivation, même si l'argent n'est pas une motivation intrinsèque, ça reste quand même une motivation, en tout cas à court terme, et ça permet d'ouvrir la discussion sur la progression du collaborateur ou l'évolution du collaborateur de manière assez simple. Quand on parle de développement horizontal, souvent, il arrive qu'on nous dise, OK, qu'est-ce que je gagne de l'affaire? Moi, je donne certaines réponses, mais qu'est-ce que vous répondez, vous, aux gens qui vous disent ça ou qui vous posent cette question? Alors, merci, effectivement, bonne question, tout à fait. Euh, alors clairement, hein, quand on évolue verticalement, en général, l'augmentation de salaire, elle suit. Euh, alors, ce qui serait idéal, alors moi, ce que je peux répondre quand j'ai pas de pognon dans mes budgets, ça va être quelque chose du type, bah, en tant que tel, le fait de pouvoir euh, étendre ses compétences, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose bah, de motivant, et puis c'est chouette. Maintenant, vous avez totalement raison. Surtout que le fait de vouloir augmenter son niveau de rémunération va pousser les gens, parfois pour des, ben, c'est une mauvaise raison hein, de devenir manager pour gagner plus, euh, mais ça va pousser les gens à devenir manager. Or, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une réflexion, j'essaie de mettre les mains comme il faut, d'avoir une réflexion avec deux axes. Un axe vertical où on va évoluer en salaire comme ça, mais aussi un axe horizontal où, même si on étend ses compétences ou on se spécialise, ça permet d'améliorer sa rémunération. J'ai appris récemment d'ailleurs que certains grands groupes dont, ont cette logique-là, en fait. C'est-à-dire, enfin, je le savais déjà, mais là, j'ai encore un nouvel exemple récemment, c'est ça que je veux dire. Dans certaines politiques d'entreprise, on va dire, OK, en devenant expert sur telle et telle chose, tu vas pouvoir augmenter en rémunération, mais aussi en devenant manager. Et en fait, financièrement, quelque part, ça peut être quasi aussi intéressant ou aussi intéressant de devenir pas un super spécialiste en droit du travail, mais sans responsabilité managériale particulière, que de devenir directeur RH, pour prendre un exemple RH. Mais ça peut être vrai pour n'importe quoi. Donc, idéalement, si vous avez la possibilité de le faire dans votre entreprise, moi, c'est ce que je conseillerais, c'est de prévoir euh, quelques étapes, en tout cas, pour que la personne puisse se dire, ah, mais trop cool, j'évolue dans mes compétences. Et là aussi, des outils type cartographie avec des matrices, etc., peuvent être très intéressantes pour identifier ça. Mais ça signifie tout de même que vous liez le développement horizontal à une revalorisation du salaire. Oui, pourquoi pas? OK. OK, merci. Après, il faut réfléchir 2 secondes avant de changer les salaires des gens. Mais idéalement, dans une politique de rémunération et de développement, c'est ce qu'on ferait. OK. Je partage une expérience ayant travaillé dans des domaines très normatifs, hein, standardisation. Il y a des métiers qui sont très importants au-delà des métiers des managers. Et donc, on appliquait la double échelle, donc avec ce référentiel de compétences, parce que quand vous avez quelqu'un qui est capable de répondre à gérer des problèmes de protection des droits, gérer tout ce qui est lié au brevet, il n'a pas obligatoirement un rôle de manager, mais il est très très intéressant dans l'entreprise pour la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est un exemple concret. Donc ces personnes-là bénéficiaient d'une double échelle et aussi avec une certaine seniorité et sagesse. Certains disaient, mais moi, j'ai pas envie d'être manager, c'est pas ça qui m'anime dans mon quotidien. Donc cette double échelle, alors qui était une échelle technique, une échelle scientifique, mais on peut le mettre, donc une échelle aussi dédiée à l'amélioration continue, le fait de prendre des rôles et prendre des positions importantes dans l'entreprise pour que les processus fonctionnent, ça fonctionne énormément. Mais par contre, il faut se poser un jour sur ce cadre, et ça répond aussi à un peu au questionnement de Sandra tout à l'heure en disant finalement dans le ligne, il ne faut pas oublier cette approche top-down, il faut aussi sensibiliser la direction. Et parfois, la sensibilisation de la direction, ça passe aussi par cette construction
de cette double échelle pour ne pas tomber dans le travers du lean, de susciter de l'intérêt, de motiver les troupes, d'engager et de faire des améliorations qui ne seront pas obligatoirement valorisées. Donc mais c'est encore un autre sujet. C'est ça. Il y a quand même, de mon expérience, j'ai un peu l'impression qu'il y a comme deux étapes dans une évolution en ligne. Il y a une étape qu'en tant que manager, on peut faire dans son équipe, parce que on a quand même la possibilité d'adapter des choses à notre échelle. Et puis après, effectivement, celle-ci, on va nous occuper un moment, et puis ça va être cool. Mais après, effectivement, on va se frotter au reste de l'entreprise. Et puis là, effectivement, ça peut amener à quelques désillusions qui, du coup, vont casser le moteur trop fort, mais en tout cas, clairement, amoindrir ses talents. 48 minutes, top chrono. Donc, on arrive au terme de notre webinaire du jour. Tout d'abord, merci à notre premier intervenant, Julien, merci beaucoup. C'était très riche. Comme on l'a entendu dans les questions, vous avez déjà des premiers remerciements par rapport à toute la documentation et votre retour d'expérience. Donc, je rappelle que ce webinaire a été enregistré. Donc, vous pourrez le revoir en replay et le partager avec d'autres personnes. Comme l'a dit Julien, le webinaire est aussi une façon de se former. Il y a différents médias pour se former. Donc, c'était aussi ce qu'on souhaitait au sein de SMAC. Merci à tous d'avoir participé, autant pour ceux qui se sont exprimés que ceux qui ne se sont pas exprimés. Prochain webinaire, on traitera, là on a beaucoup parlé de l'humain, le prochain webinaire traitera d'un sujet habituel, un sujet d'actualité encore, intelligence artificielle et intelligence humaine. On parlera de e-learning. Donc je vous en dis pas plus. En tout cas, restez connectés. Comment on peut apprendre, et ça touchera aussi à l'autonomie, à la standardisation et tous ces aspects cognitifs. Donc, je vois que dans le chat... Pardon, excusez-moi. Je profite aussi de vous remercier. David aussi, je te remercie pour l'occasion de cet échange. Moi, j'ai trouvé ça très chouette. Et puis, je profite aussi de saluer les quelques personnes dont je reconnais les noms. Je suis honoré que vous ayez pris un peu de temps pour m'écouter raconter des bêtises. Donc, non, que de la valeur ajoutée. Zéro gaspillage. Merci à tous et bonne fin de journée. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Bye bye. Bonne journée. Au revoir.